C'est bon. Bonjour et bienvenue sur l'espace conférence en ligne de la Maison de la Prévention Santé. Vous pourrez interagir à la conférence qui va suivre dans le chat de votre page YouTube ou bien sur la messagerie de la Maison de la Prévention Santé, maison.prévention.santé@mairie-narbonne.fr. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Marciano, médecin gastro-entérologue à Narbonne, qui va nous parler des troubles du transit. Bonjour Dr Marciano, la Bonjour. parole est à vous. Bonjour. Je vous remercie et je remercie la mairie de Narbonne et la structure de la maison de la prévention de m'avoir invité à cette conférence sur le transit intestinal, bon, qui est pas un grand sujet de maladie grave, mais qui est un sujet quotidien pour tout le monde, comme on va le voir. Je voulais remercier pour la présentation, où elle ne sera pas présente malheureusement, Madame Laure Hirtz, qui est diététicienne et qui m'a aidé, qui a collaboré à cette présentation pour tout ce qui est partie qui concerne la diététique. Voilà. Donc, si vous voulez, excusez-moi parce que je vais couper mon téléphone. J'arrive tout de suite. Voilà. Désolé, l'imprévu. Voilà, donc on va commencer. Donc, avoir un bon transit intestinal, c'est important. Pourquoi? Alors, le transit intestinal, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le parcours des aliments qu'on ingère depuis la bouche jusqu'au rectum, qui est la fin du tube digestif. Et tout au long de ce parcours et à chaque étage du tube digestif, les aliments vont subir des transformations sous l'action à la fois des enzymes et des bactéries, en particulier dans l'intestin, le gros intestin. Et cette action des enzymes et des bactéries vont permettre la digestion, ce qui va transformer les aliments en ce qu'on appelle des nutriments, les nutriments qui vont être absorbés par l'intestin. Et ces nutriments vont ensuite passer dans la circulation du sang et vont être distribués à tous les organes pour leur utilisation propre. Ce qui reste de cette digestion, eh bien, ce sont des résidus et des composants qui arrivent dans le gros intestin, dans le côlon, et c'est ce qui va constituer les selles. Hein. Donc le transit, c'est ça. Alors, pour le visualiser, sur un petit schéma, on voit sur ce schéma le début de l'ingestion au niveau de la bouche, où on a l'action de la salive. Dans la salive, il y a des enzymes qui vont commencer déjà à digérer les glucides, ce qu'on appelle les sucres. Ça va passer dans l'œsophage. Dans l'œsophage, il ne se passe rien. Par contre, dans l'estomac, la digestion va continuer sous l'action du suc gastrique. Et dans le suc gastrique, il y a des enzymes et il y a de l'acide chlorhydrique qui vont commencer la digestion des aliments. Les aliments, ensuite, ils vont descendre jusqu'au niveau ici ce qu'on appelle le duodénum, où là va arriver d'une part la bile qui vient du foie et le suc pancréatique donc qui vient du pancréas. Et là aussi, il y a des enzymes et des substances chimiques qui vont permettre en particulier la digestion des lipides, des graisses. Les aliments ensuite vont progresser dans l'intestin grêle. Et là, dans l'intestin grêle, il y a l'action aussi d'autres enzymes qui vont attaquer le reste des aliments qui vont être absorbés. Ensuite, ça continue jusqu'à la fin de l'intestin grêle, où les aliments arrivent dans le gros intestin, ce qu'on appelle le côlon. Et dans le côlon, il y a des bactéries, qu'on appelle la flore intestinale, maintenant qu'on appelle le microbiote. Ces bactéries vont terminer la digestion des aliments qui n'ont pas été attaqués par les enzymes dans l'intestin. Donc ces résidus alimentaires vont progresser. Au fur et à mesure de leur progression, le côlon, lui, va réabsorbe de l'eau, ce qui fait que les aliments
qui sont en partie digérés, qui sont très liquides au niveau du côlon droit, au fur et à mesure de leur progression, ils vont se dessécher. Et quand ces résidus vont arriver tout à fait à la fin du gros intestin du côlon et à plus forte raison dans le rectum, eh bien, on va avoir ici les matières fécales, ce qu'on appelle les matières fécales, qui sont beaucoup plus compactes et ce sont ces matières qui vont être ensuite éliminées par le rectum. Alors, quand on dit avoir un bon transit intestinal, il faudra, on définit quelques critères. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir une selle normale? Ben, ça a évolué dans le temps. Il faut savoir qu'actuellement, chez un sujet dit entre guillemets européen, le poids des selles par jour, ça représente 150 grammes. Au début du XXe siècle, c'était 300 grammes, c'était 2 fois plus. Et pour quelle raison? C'est qu'à l'époque, dans les années 1900, 1920, comme ça, on mangeait énormément de pain. On consommait 600 à 800 grammes de pain par jour. Alors qu'actuellement, la baguette de pain, on en mange par personne, allez, une demi-baguette par personne actuellement. Donc, c'est énormément moins de fibres et de résidus. La consistance des sels, la consistance des sels, ben, ça peut aller d'une sel dure à des sels molles. Pourquoi? Parce que la constitution des sels, c'est 75 à 80% d'eau. Outre l'eau, dans les sels, on a des graisses et des protéines qui n'ont pas été digérées dans l'intestin, il y a des bactéries, il y a les cellules intestinales qui desquament. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intestin est revêtu de cellules, c'est comme la peau, c'est-à-dire qu'elles ont une durée de vie limitée, les cellules d'intestin. Eh bien, au bout d'un certain temps, les vieilles cellules vont être éliminées, remplacées par des cellules neuves qui sont sans arrêt fabriquées. Donc les vieilles cellules sont éliminées et ça fait donc une certaine quantité de matière. Il y a aussi du mucus qui est sécrété par les cellules intestinales qui permettent de lubrifier l'intestin. Alors ça, c'est pour la consistance et le poids. Pour la durée du transit, eh bien, c'est variable. Ça peut aller de 2 à 3 selles par jour, et chez certaines personnes, jusqu'à 3 selles par semaine. Alors, ça, cette variabilité, elle est assez paradoxale, puisqu'il y a des gens, par exemple, qui ont des selles trop dures ou trop liquides et qui vont ressentir un inconfort, alors que d'autres personnes, pour la même consistance de sel, ben, ça ne les gênera pas beaucoup. De la même façon, par exemple, il y a des gens qui vont 2 à 3 fois à la selle par jour et qui se disent constipés. Donc tout ça, c'est assez subjectif. Alors, si on prend les choses en négatif, je vous ai dit la selle, ce que c'est qu'un transit normal, qu'est-ce qu'on peut définir qu'un transit anormal? À partir de quand et comment on définit un transit anormal? Alors, il y a 3 cas de figure où on peut avoir un transit anormal. Le premier cas, c'est lorsqu'il existe soit un obstacle, quelque chose de mécanique au niveau de l'intestin, ou une cause organique qui peut entraîner aussi bien une constipation qu'une diarrhée. Donc ça, on peut définir, ce sont les troubles du transit par cause organique. Et par exemple, lorsqu'il y a une constipation, dans le cas de la constipation, les constipations peuvent être liées à 2 mécanismes. Soit il y a un défaut de progression des selles dans l'intestin, c'est-à-dire que le transit est trop lent, soit il y a un défaut d'expulsion des selles. C'est-à-dire que le transit se fait normalement, la vitesse de progression des matières se fait normalement dans l'intestin. Par contre, c'est au niveau de la dernière étape de l'expulsion des matières qu'il y a un problème. Pour la diarrhée, eh bien, c'est une accélération du transit, c'est-à-dire à l'inverse de la constipation, le transit est accéléré et c'est ce qui va provoquer la diarrhée. Alors, je vais vous parler dans un premier temps des constipations dues à une lésion organique. Pourquoi? Parce que on parlera après des constipations, ce qu'on appelle fonctionnelles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la constipation,
qui est quelque chose un symptôme assez banal, ça peut être le symptôme d'une maladie organique. Alors, et ça peut donc être le symptôme d'alarme et révéler une maladie organique. Alors, dans quel cas on doit s'inquiéter ou s'alarmer? On doit s'alarmer dans plusieurs circonstances. Lorsque la constipation est d'apparition brutale chez quelqu'un qui a toujours eu un transit normal et qui devient du jour au lendemain constipé, et bien sûr lorsque la constipation persiste pendant plusieurs semaines, pas pendant 2, 3 jours. Elle se prolonge donc, ou lorsque la constipation s'accompagne d'autres symptômes. Alors, ces autres symptômes, ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être une fatigue, et un symptôme d'alarme très important, c'est la présence de sang dans les selles. Donc là, on doit s'alarmer, et donc lorsqu'on a une constipation comme ça avec d'autres symptômes, eh bien, on conseille, il faut aller voir son médecin référent qui vous enverra vers peut-être un gastro-entérologue, éventuellement pour réaliser une coloscopie. Alors, ça peut révéler quoi? Alors, la première chose que ça peut révéler, et une des premières causes, c'est le cancer du côlon ou du rectum. Voilà. Donc la constipation, ça peut être le signe d'alarme d'un cancer du côlon et du rectum, surtout si c'est associé à un de ces signes. En particulier, j'insiste par exemple, la présence de sang dans les selles. Alors, il y a des gens qui ont des hémorroïdes, par exemple, et qui disent, bon, ben, moi, j'ai du sang dans les selles, c'est pas grave, j'ai des hémorroïdes. Attention, même si on a des hémorroïdes, la présence de sang dans les selles, surtout si on est constipé, et surtout si on a des douleurs abdominales, c'est pas forcément dû uniquement à des hémorroïdes. Donc, il faut les consulter. Les autres causes qui peuvent être à l'origine d'une constipation d'origine organique, ce sont des causes qui ne sont pas digestives. Et par exemple, donc, lorsqu'il y a des maladies endocriniennes, enfin, j'en cite deux, l'hypothyroïdie, c'est-à-dire que c'est la glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien, qui ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, eh bien, ça peut être à l'origine d'une constipation. Le diabète aussi est une cause de constipation. L'insuffisance rénale chronique, c'est une cause de constipation, et certaines maladies neurologiques, par exemple une maladie qui s'appelle la maladie de Parkinson, et souvent, dans la maladie, il y a souvent des problèmes de constipation. Donc là, je vous ai parlé de la constipation, symptôme d'une maladie organique, et je veux dire un mot, parce que c'est très fréquent et beaucoup de gens n'y pensent pas, les constipations d'origine médicamenteuse. Alors, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire une constipation. Alors, j'en cite quelques-uns, les plus fréquemment rencontrés. Ce sont les médicaments antalgiques, donc contre la douleur, en particulier ceux qui contiennent de la codéine. La codéine est une substance, une molécule qui constipe beaucoup. Les antidépresseurs, les médicaments contre le traitement de la dépression, les anxiolytiques aussi, les diurétiques, les médicaments pour faciliter les urines, et les médicaments anti-hypertenseurs, donc dans le traitement de l'hypertension artérielle. Tout ça sont des... Alors, il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas cités, mais donc, quand on a une constipation qui persiste, bon, il faut regarder aussi si on ne prend pas des médicaments qui favorisent la constipation. Et à ce moment-là, il faut adapter le traitement ou prendre des médicaments contre la constipation. Pour les diarrhées, donc je vous ai parlé des constipations qui est le symptôme d'une maladie organique. Pour les diarrhées de cause organique, eh bien la diarrhée, ça peut être le symptôme d'une maladie organique. Alors, dans le cas des maladies intestinales, il y a deux maladies qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle les MICI. Et ce sont deux maladies qui touchent plutôt des sujets jeunes et qui se manifestent par des diarrhées pour la maladie de Crohn, une fatigue, et pour la rectocolite hémorragique, la RCH, par des diarrhées, mais avec souvent des saignements importants au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est aussi deux maladies qui sont cause de diarrhée chronique. Deuxième cause possible aussi, ce sont les diarrhées infectieuses ou d'origine soit virale, soit bactérienne,
donc qui peuvent entraîner des diarrhées. Alors, très souvent, c'est passager, mais quelquefois, ça peut durer quelques semaines. Dans les causes endocriniennes, je cite là l'hyperthyroïdie, donc c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout là pour la constipation. La thyroïde fonctionne trop, elle produit trop d'hormones, et quand il y en a trop, eh bien, ça va entraîner des diarrhées. Il peut y avoir aussi des maladies allergiques. Alors, bon, il y en a pas mal, je ne vais pas entrer dans les détails. Et pour les diarrhées d'origine médicamenteuse, alors là, j'en parle pas parce qu'il y a énormément, énormément de médicaments qui peuvent être à l'origine de diarrhée. Donc, nous avons vu les diarrhées et les constipations dont l'origine est une cause organique, hein, donc soit un obstacle, soit des maladies de l'intestin ou des maladies qui ne sont pas de l'intestin. Et je vais vous parler maintenant donc des troubles du transit, constipation ou diarrhée, qui ne sont pas d'origine organique et qu'on appelle des troubles fonctionnels. Alors, pour la constipation, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux, la constipation est due, dans ce cas-là, à un ralentissement du transit. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on nomme le syndrome du côlon irritable ou aussi colopathie fonctionnelle. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Statistiquement, ça touche environ 5% de la population. Et il y a une prédominance féminine forte, donc 2 fois plus de femmes qui ont ce genre de troubles par rapport aux hommes. Et la moyenne d'âge, c'est 30 à 40 ans. Et ce sont souvent des troubles chroniques. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces constipations? Elles peuvent altérer pas mal la qualité de vie. Ce sont des constipations, ce n'est pas une maladie qui est grave. Ça n'a aucune conséquence sur les organes, sur l'organisme. Il n'y a pas de risque d'occlusion, même si on ne va pas à la selle pendant 8 jours. Beaucoup de patients s'inquiètent. Je ne vais pas aller à la selle de 8 jours, 10 jours, mais je vais faire une occlusion. Non, il n'y a pas de risque d'occlusion. Ça se traite. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de risque d'occlusion, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'avoir à faire une intervention chirurgicale pour une occlusion. Et enfin, il y a un dernier point important, c'est que ça n'augmente pas le risque de cancer du côlon. Donc tout ça, ce sont des critères quand même de maladies tout à fait bénignes. Les mécanismes de ces constipations sont multiples, c'est souvent associé. Ce sont des troubles de la motricité intestinale. Eh bien, les contractions, ce qu'on appelle péristatiques de l'intestin, sont insuffisantes. Il y a aussi des anomalies de la sensibilité de l'intestin. Dans l'intestin, il y a des cellules nerveuses. On appelait ça, il y a eu un bouquin qui est sorti il y a quelques années, l'intestin, le troisième cerveau de l'organisme, qui a fait un best-seller. Eh bien, il y a des personnes qui ont une anomalie de la sensibilité. Et par exemple, il y a des gaz dans l'intestin. Ces gaz vont provoquer une distension de l'intestin. Chez quelqu'un qui n'a pas de trouble, eh ben, pour le même volume de gaz, la personne ne sentira rien. Et pour le même volume, les personnes qui ont des troubles d'insensibilité vont ressentir ça de façon désagréable, avec des douleurs ou d'autres troubles. Le psychisme est très important aussi. On sait que le rôle du stress, de l'influence de toutes les agressions extérieures est très importante sur le transit intestinal. Et on connaît tous la constipation des gens qui partent en voyage et ils sont plus dans leurs éléments habituels et vont pas à la selle les 4-5 premiers jours du voyage. Ça, c'est classique. Le microbiote intestinal, la flore intestinale, joue aussi certainement un rôle très important dans ces troubles. Alors, la constipation de la colopathie, comment ça se présente? Eh bien, d'abord, ce sont des selles qui sont modifiées. Elles sont souvent plus dures, hein, souvent fragmentées, des petites selles dures, on appelle ça en crotte de bique un peu. Voilà, c'est pas la selle moulée en forme de boudin. La fréquence des selles, elle est très variable. On peut avoir une constipation en allant 1 à 2 fois à la selle par jour, et ça peut aller jusqu'à une selle tous les 10 ou 15 jours.
Les symptômes associés à la constipation, les plus fréquents, sont les ballonnements intestinaux, les gaz, les flatulences. Et il y a d'autres symptômes qui sont assez fréquemment associés à la constipation, qu'on retrouve souvent, sont les migraines, les cystites. Alors les cystites, c'est un peu particulier parce que la cause est souvent la même, ce sont des gens qui ne boivent pas assez. Donc en ne buvant pas assez, eh bien, ça favorise les infections urinaires, les cystites et la constipation. Et le troisième symptôme associé, c'est ce qu'on appelle le RGO, le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire les remontées acides. Souvent, sont associées à la constipation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un bon transit intestinal et comment on peut prévenir la constipation? Les premières choses qu'on peut faire, c'est bien suivre des conseils hygiéno-diététiques qui sont souvent suffisants pour améliorer les choses. Alors, avoir une bonne hygiène de vie, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pour le transit, pour aller à la selle, alors, on conseille d'essayer d'aller à la selle à heure régulière, et en particulier plutôt après les repas. Pourquoi? Parce qu'au moment des repas, il y a un réflexe physiologique, naturel, qui fait que lorsque les aliments arrivent dans l'estomac commence à être distendu, commence à travailler, et l'estomac il va envoyer des informations à l'intestin, et l'intestin qui est au repos, il va commencer à se mettre en marche déjà. Il va commencer à se préparer pour recevoir les aliments qui viennent de l'estomac et se préparer pour la future selle dans les heures qui vont suivre. Donc on a intérêt à aller à l'heure régulière pour maintenir, c'est un espèce de réflexe conditionné, hein, qui se crée. Deuxième chose, éviter de se retenir. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, bien sûr, quand on a une vie sociale, on a envie d'aller à la selle. Alors, de deux choses l'une, soit on peut y aller parce que c'est possible, on a les toilettes à proximité, soit on ne peut pas y aller parce qu'on est au boulot, on est en voiture, etc. Et bon, à ce moment-là, on se retient d'y aller. Alors, si on peut y aller, ben, il faut y aller. Il ne faut pas se retenir. Pourquoi? Parce que plus on prend l'habitude de se retenir, plus on émousse ce besoin, le besoin conscient qu'on a d'avoir envie d'aller à la selle. Et le seuil pour lequel on sent le besoin d'aller à la selle, eh bien, il va baisser. Il va baisser au fur et à mesure, il va baisser. Et à un moment donné, il va être très faible. C'est-à-dire qu'on va pratiquement plus ressentir le besoin d'aller à la selle. Et donc, ça, c'est pas bon. Un petit truc pour aller à la selle et pour faciliter la défécation, on conseille, pour faciliter l'effort de poussée, d'utiliser un petit marchepied, genre de petit tabouret d'une vingtaine de centimètres, qu'on met sous les pieds. Alors, ça remplace ce qu'il y a de mieux pour aller à la selle, c'est ce qu'on appelle le WC à la turque. Alors, le WC à la turque, vous savez, il y a les deux repose-pieds, hein, directement, mais il n'y a pas de cuvette. Bon, c'est la position idéale pour aller à la selle, c'est la meilleure. Bon, maintenant, il n'y en a plus, hein, on n'en trouve plus, peut-être encore dans quelques bars reculés, mais bon, ça n'existe plus. Et donc, pour remplacer ça, on peut utiliser un petit marchepied, qui est très utile. Dernier conseil, alors ça, c'est vraiment, vraiment le conseil que je veux donner, c'est l'activité physique. Pourquoi? Parce qu'on sait, il est prouvé que l'activité physique stimule la motricité intestinale. Encore faut-il avoir une activité régulière de fond. Et ce qu'on peut conseiller, c'est avoir une activité qui dure au minimum 3/4 d'heure, 1 heure, 3 fois par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire beaucoup de choses. Bon, il y a une chose qui est très utile, c'est par exemple la gymnastique abdominale, parce que ça a l'intérêt donc de faire une activité physique, mais en même temps, ça va muscler la musculature abdominale qui est utile pour aller à la selle. On peut faire de la marche, on peut faire du yoga, on peut faire de la natation, du vélo. Tout ça, c'est très bon, à condition de le faire régulièrement et, entre guillemets, en quantité suffisante. L'alimentation, j'y viens. Donc, l'alimentation est très importante pour la constipation. D'abord, les boissons. Eh bien, pour avoir des selles d'un certain volume et qui ne soient pas dures
très sèche et difficile à évacuer, ben, il faut qu'elle soit bien hydratée. Donc, pour ça, il faut boire suffisamment. Dans ma carrière, je voyais souvent des gens constipés, et quand on posait la question, qu'est-ce que vous buvez? Un verre par repas, et entre les repas, bon, un café le matin, un autre dans l'après-midi. Bon, quand on fait le compte, ça faisait quoi? Maximum un demi-litre de boisson par jour. C'est insuffisant. Donc il faut arriver à boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Alors j'inclus dedans les eaux de boisson, ça peut être du café le matin, l'après-midi, ça peut être des tisanes, ça peut être du thé, le soir ça peut être des bouillons ou de la soupe, mais c'est du liquide. On peut donner comme petit truc de commencer la journée le matin pour déclencher stimuler le transit, de boire un grand verre d'eau un peu glacée, un peu fraîche, et en particulier utiliser des eaux qui sont riches en magnésium, qui stimulent le transit, comme l'épar ou la rosana qui est un petit peu gazeuse. Pour les aliments, on conseille de manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui représente une ration d'environ 400 grammes par jour. Bon, de préférence cru, mais bon, si on a peut-être quelques difficultés à les manger crus, ben, on peut manger aussi des légumes cuits. Les céréales, c'est très bon parce que ça augmente le volume des sels. Alors, les céréales, en particulier le son de blé, qu'on peut manger soit sous forme de son en poudre, soit sous forme de pain complet ou de pain au son, c'est très bon, ça augmente le volume des sels, ça facilite le transit. À l'inverse, il faut éviter les aliments entre guillemets constipants, par exemple les féculents non complets tels pommes de terre ou riz non complets. Pour les légumes, les carottes cuites, les fruits, les bananes, il vaut mieux éviter. Et enfin, limiter la consommation des produits sucrés qui ne sont pas très utiles non plus. Alors, j'en viens aux médicaments. Est-ce que des médicaments peuvent être utiles dans la constipation? Alors, oui, les médicaments peuvent aider, mais à condition de les utiliser en courte durée, de façon courte. Alors, les laxatifs, oui aussi, on peut les utiliser, mais surtout utiliser des laxatifs non irritants. Après, je vous citerai quels sont les laxatifs irritants. Alors, il y a plusieurs types de laxatifs qui agissent de façon différente. Il y a des laxatifs qui augmentent le volume d'eau dans l'intestin, et donc de cette façon, ils ramollissent les selles. Alors, il y a deux types bon, qui sont connus, le macrogol par exemple, ou le lactulose. Donc, ils agissent de cette façon. Les médicaments qui lubrifient les selles, l'huile de paraffine par exemple, lubrifie les selles et facilite le transit des selles. Les mucilages. Les mucilages, ce sont des substances qui sont souvent d'origine végétale, soit à base d'algues ou de plantes. Eh bien, elles agissent en augmentant le volume des selles. C'est-à-dire ça se gonfle d'eau et ça augmente le volume des selles un petit peu à la manière du son, par exemple. Autre type de laxatif qu'on peut utiliser, c'est particulier sur les suppositoires. Alors, il y a deux types. Il y a l'éductile, par exemple, qui est un suppositoire qui libère du gaz. Ça va libérer du gaz dans le rectum. Et donc, en libérant du gaz dans le rectum, ça va distendre le rectum et ça va déclencher le besoin d'aller à la selle. La glycérine aussi agit un petit peu de la même façon. Et je dois donner, donner un petit mot pour les laxatifs irritants. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Donc, absolument, absolument bannir les laxatifs irritants pour l'intestin, que ce soit une utilisation en gélule, en tisane. Ce sont tous les médicaments qui sont à base de séné, de bourdaine, de cascara. Alors, on fait beaucoup de publicité pour ces médicaments, hein, et en général qu'on présente médicaments pour avoir un ventre plat magnifique. Alors, on voit de très jolies femmes avec des ventres extra plats. Et voilà, donc on vante ça. En fait, tout ça, ce sont des laxatifs irritants, hein. Voilà, ça n'a jamais fait le ventre plat à personne, hein. Par contre, c'est pas bon. Donc, à éviter. Alors, après ces constipations fonctionnelles, je vais vous dire un mot de l'autre type de constipation, qui sont des constipations où
le transit intestinal se fait normalement, mais il y a un problème à l'évacuation, au moment de l'évacuation des selles. C'est ce qu'on appelle la constipation terminale. Pourquoi terminale? Parce que c'est au niveau du rectum, à la fin du tube digestif, que le trouble se produit. Alors c'est une constipation, l'autre qu'on avait vu, c'était plutôt des femmes plutôt jeunes. Là, c'est plutôt des constipations de la femme de plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que on le retrouve fréquemment à cet âge-là. Ce sont des femmes qui sont en période ménopausique, qui ont souvent eu plusieurs grossesses, qui ont une qualité, ce qu'on appelle du plancher pelvien, des muscles du pelvis, qui sont déficients. Et ça va être à l'origine de troubles. Alors, quels sont les symptômes de ce type de constipation? C'est très caractéristique. Alors, c'est une sensation de gêne ou de difficulté à l'expulsion des selles avec des efforts de poussée importants, ou aussi une impression d'évacuation incomplète. C'est-à-dire, la personne dit, ben, je suis allé à la selle, mais je suis allé, mais j'ai l'impression entre guillemets, de ne pas m'être vidé. Donc ça, ce sont des symptômes assez caractéristiques des constipations terminales. Alors, en gros, il y a deux causes. La première cause, c'est une cause anatomique, c'est-à-dire que il existe une anomalie qu'on appelle la rectocèle, ou ce qu'on appelle en termes grand public la descente d'organes. Alors, c'est quoi? C'est du fait de grossesse ou de troubles du plancher pelvien, eh bien, le rectum est descendu et il va s'appuyer en avant sur la vessie. Et lorsqu'on fait l'effort de pousser pour aller à la selle, eh bien, au lieu d'avoir des matières qui sortent du rectum et qui sont dans l'axe de l'anus, eh bien, la poussée, elle ne va pas se faire dans l'axe de l'anus, elle va se faire en avant. Ce qui fait que les matières ne sont pas bien expulsées. Donc le traitement de la rectocèle, c'est un traitement chirurgical. On va remettre en place, le chirurgien va remettre en place le rectum et l'aligner avec l'anus. Deuxième type de cause de constipation terminale, alors il n'y a pas de défaut anatomique là, mais par contre, il y a un défaut de synchronisation entre la poussée de l'abdomen et le relâchement du sphincter anal. C'est-à-dire au moment où on pousse, on contracte l'abdomen et le diaphragme pour chasser les matières, le sphincter anal ne s'ouvre pas. Et donc la poussée n'est pas efficace. Alors ça se traite très très bien par une rééducation. On réapprend aux patients, patientes à aller à la selle avec un effort de poussée et un relâchement du sphincter anal. Donc ça, il y a des kinés spécialisés en ces rééducations recto-anorectales et ça fonctionne très bien. Alors, les diarrhées, donc je vais vous parler maintenant des diarrhées fonctionnelles. On a parlé tout à l'heure des diarrhées qui peuvent être dues à des maladies organiques. Le deuxième cas, ce sont les diarrhées fonctionnelles. Alors, dans les diarrhées fonctionnelles, la diarrhée, c'est donc une émission de selles fréquente, en particulier le matin au réveil ou parfois après les repas. Et cette impression d'avoir envie d'aller à la selle peut être parfois impérieuse. La consistance des selles, ben ça peut aller de selles un peu molles jusqu'à des selles totalement liquides, avec parfois des traces d'aliments ingérés le jour même. La diarrhée peut être des fois tellement importante qu'elle peut être associée à une incontinence anale. Les symptômes associés à la diarrhée, qui sont le plus fréquemment retrouvés, sont des douleurs abdominales, des coliques, les ballonnements, les flatulences. Et je voudrais dire un petit mot sur un cas particulier, ce qu'on appelle les fausses diarrhées de constipation. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qui viennent consulter souvent pour des diarrhées. Bon. Et quand on demande comment vous allez à la selle, eh bien, donc, les gens disent, eh bien, je reste des fois 1, 2, 3 jours sans aller à la selle. Et puis après, quand j'y vais, c'est de la diarrhée, une débâcle de diarrhée pendant 3, 4 jours. Donc, il faut bien interroger les gens. Donc, demander si, avant d'avoir de la diarrhée, ils n'ont pas eu de la constipation.
Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens qui ont ce type de diarrhée prennent des médicaments antidiarrhéiques. Et en prenant des médicaments antidiarrhéiques, ils vont aggraver leur constipation. Et donc, ça aggrave la maladie. Donc, ils traitent à l'inverse de ce qu'il faut faire. Les diarrhées donc fonctionnelles, à quoi elles sont dues? Ben, là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans l'origine de ces diarrhées. Il y a souvent une accélération de la motricité de l'intestin grêle ou du côlon. Là aussi, comme je vous en ai parlé dans les constipations, il y a une hypersensibilité de la paroi digestive avec un abaissement du seuil douloureux. Il peut y avoir une hyperréactivité du système immunitaire sous l'influence de certains aliments. En effet, il y a certains aliments qui vont stimuler le système immunitaire de l'intestin, certaines cellules, et certaines cellules vont réagir de façon trop importante et ça va créer des zones d'inflammation qui peuvent être à l'origine de diarrhée. Le microbiote intestinal, la flore, peut être modifié ou diminué et donc entraîner des diarrhées. Alors ça peut se voir en particulier après une infection intestinale, virale ou bactérienne, et qui a détruit en partie le microbiote, et ça va donner pendant les semaines qui vont suivre des épisodes de diarrhée. De la même façon, un traitement antibiotique qui a été pris pour telle ou telle infection, les antibiotiques, évidemment, détruisent le microbe pathogène, mais aussi ils vont avoir une influence sur la flore intestinale et on va avoir ce qu'on appelle les diarrhées post-antibiotiques. Je voudrais dire un petit mot du gluten, parce que c'est quelque chose qui est très à la mode, on en parle beaucoup. Bon, j'avais fait une conférence il y a un an et demi sur le gluten, donc peut-être si ça intéresse des gens, ils pourront la consulter. Alors, ce que je veux dire, surtout, voilà, c'est qu'il y a deux choses sur le gluten. Alors, le gluten, c'est quoi? Rapidement, c'est une protéine qui est contenue dans les farines hein, pour faire le pain, et ce qui donne l'élasticité au pain, au gâteau, etc. Mais on le trouve dans d'autres aliments. Alors, il ne faut pas confondre les gens qui ont une hypersensibilité au gluten. Ce n'est pas une maladie grave. Il n'y a pas de test, il n'y a aucun test qui permet de déterminer si on a une hypersensibilité au gluten, avec une autre maladie qui est l'intolérance au gluten qu'on appelle la maladie cœliaque. Dans l'intolérance au gluten, c'est beaucoup plus sérieux. C'est une maladie qui peut entraîner des troubles, même parfois assez graves. Et cette maladie, elle ne doit pas être confondue avec l'autre. Là, il y a des tests. Il y a des tests, il y a des examens complémentaires qui permettent d'affirmer à 100% qu'on a cette maladie ou pas. Et si on l'a, à ce moment-là, il faut supprimer totalement le gluten, mais totalement. Par contre, dans l'hypersensibilité au gluten, bon, ça peut entraîner des troubles fonctionnels intestinaux. Et dans ces cas-là, bon, on peut faire un test en éliminant le gluten et voir ce que ça donne. On risque rien. Mais si ça donne rien, ça ne sert à rien de faire un régime sans gluten. Les facteurs psychologiques, là aussi, comme pour la constipation, interviennent énormément. Je n'insisterai pas là-dessus. Alors, les diarrhées fonctionnelles, comment est-ce qu'on peut les traiter? Ben, pareil que pour la constipation, l'alimentation est très importante. Il faut avoir une bonne hydratation journalière, voire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Il faut éviter les fruits et les légumes crus jusqu'à ce qu'on retrouve un transit à peu près normal. Il faut éviter les aliments riches en matières grasses, les plats faits industriellement riches en matières grasses ou qui contiennent des charcuteries, des fritures, des sauces grasses. Ça, c'est pas très bon pour les diarrhées. Et il faut supprimer certains aliments qui sont irritants pour l'intestin, légumes secs, certaines familles de choux, les céréales complètes aussi, c'est contre-indiqué pour les diarrhées chroniques. Et il faut favoriser les aliments dits constipants, donc comme le riz, les carottes cuites, les bananes ou les coings. Alors, je vais dire un petit mot dans le traitement des diarrhées ou des constipations, hein, du syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est quelque chose, on en parle beaucoup.
dans les magazines, dans certaines émissions, ce qu'on appelle les FODMAP. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là, FODMAP? Alors voilà, donc le FODMAP, c'est l'acronyme de F, c'est fermentescible, c'est un nom anglais. Hein. Alors O, c'est les oligosaccharides, le D, c'est des disaccharides, M, c'est des monosaccharides, et end et polyol, le P. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Je veux dire, c'est un peu compliqué tout ça. Bon, tout ça, ce sont des sucres. Voilà, ce sont des sucres, des glucides qui sont fermentescibles. C'est-à-dire que ces sucres, on verra dans quoi ils sont contenus, au niveau du côlon, ils vont être attaqués par les bactéries du microbiote, de la flore intestinale, et ça va être dégradé, mais ça va produire des gaz. Ça va produire des gaz, des fermentations. Et ce sont ces gaz, ces fermentations, qui vont être à l'origine des troubles fonctionnels, diarrhée, constipation, ballonnement, douleur abdominale, etc. Alors, pour chaque catégorie, on a bien montré, par exemple, les oligosaccharides, ce sont ce qu'on appelle les fructanes, galactanes, bon, qui sont contenus dans certaines céréales, dans certains fruits, certains légumes, certaines légumineuses. Alors, je ne l'ai pas détaillé parce que ça ferait une liste de 30, 40 aliments, hein, c'est très long. Les disaccharides, alors c'est le lactose. Bon, le lactose, c'est contenu dans les produits laitiers. Hein. Le fructose, c'est contenu aussi dans certains fruits ou des légumes. Et les polyols, c'est sur le sorbitol, mannitol, xylitol, etc. Bon, c'est contenu aussi dans certains fruits ou certains légumes, mais aussi, et ça c'est important à savoir, c'est contenu dans les produits sucrants qui sont utilisés dans ce qu'on appelle les faux sucres. Hein. Voilà, donc qu'on met dans les aliments préparés pour remplacer le sucre. Ah, il y a quelque chose qu'il faut connaître, par exemple le xylitol. Le xylitol, c'est un sucre, il y en a énormément dans les bonbons, dans les chewing-gums sans sucre. Alors, vous regardez, c'est écrit en tout petit dans des chewing-gums sans sucre, vous regardez, il y a du xylitol. Il y en a beaucoup. Et il y a une pathologie que j'ai vue plusieurs fois. Ce sont des gens qui arrêtent de fumer. Et quand ils veulent arrêter de fumer, ben, ils se mettent à mâcher des chewing-gums. Et il y a des personnes qui en mâchent beaucoup. Ils fument beaucoup, mais ils mâchent beaucoup de chewing-gum. Et alors, ils arrivent, parce que c'est terrible, ils ont des coliques, des ballonnements, des diarrhées, et tout simplement, c'est l'effet du xylitol. Voilà. Alors, j'en reviens aux FODMAPs. Un régime pour les FODMAPs, ça ne se fait pas tout seul à la maison dans sa cuisine. C'est un régime qui est compliqué, donc ça doit être fait en collaboration avec une diététicienne spécialisée qui va vous dire, ça se fait en 3 phases, je le dis rapidement. Une phase où on va éliminer la majorité des FODMAPs et on va voir un petit peu ce que ça donne sur les troubles qu'on a. La deuxième, ça dure quelques semaines. La deuxième phase, on va réintroduire au fur et à mesure chaque FODMAPs avec une certaine quantité pour savoir lequel redéclenche des troubles et pour l'identifier. Et lorsqu'on l'a identifié à ce moment-là, ou plusieurs, on peut donner un régime adapté. Par exemple, je dis un exemple, vous avez, c'est le chou par exemple, bon, qui est identifié. Mais le chou, ça va être peut-être à partir de 100 grammes de chou par jour que vous allez avoir des troubles. Par contre, si vous en mangez 60 grammes, peut-être ça ira très bien. C'est pour ça que ça doit être fait par une diététicienne et pas tout seul. Les médicaments pour le traitement des diarrhées fonctionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on recherche avec les médicaments? On recherche à réduire, à diminuer la fréquence des selles. On essaye d'améliorer la consistance, qu'elle soit plus compacte, moins liquide. On essaye de soulager ou d'éliminer les douleurs, les ballonnements. Alors, quels sont les médicaments qu'on utilise? Tout d'abord, on utilise des médicaments qui agissent sur le transit lui-même, qui ralentissent le transit. Le plus connu, c'est le loperamide ou l'imodium, hein, qui est un médicament classique de la diarrhée. On peut utiliser des médicaments qui agissent, qui sont des antisécrétoires, c'est-à-dire
ils vont diminuer la quantité de liquide dans l'intestin. Donc, on aura des selles moins liquides. Le médicament le plus connu, c'est le médicament qui s'appelle le Thiorphan. On peut utiliser des médicaments qui ont un effet de pansement. De pansement, c'est-à-dire qu'ils vont absorber l'eau et ils vont donner des selles plus compactes. Un des médicaments le plus connu, c'est la diosmectite, c'est-à-dire le smecta, qui est à base de terre, hein, c'est des terres spéciales qui ont cet effet. Les probiotiques, eh bien, ce sont les médicaments qui sont à base de bactéries intestinales vivantes et qui sont utiles et qui vont refaire le microbiote intestinal. C'est l'ultralevure, par exemple, ou le propiologue. Bon, j'ai cité à la fin le charbon. Le charbon peut être utile. C'est un absorbant des gaz, surtout, le charbon. Voilà, ben, on arrive à la fin et ce que j'aimerais qu'on retienne un petit peu de cette conférence, si vous voulez, c'est il y a 4 points que j'aimerais qu'on puisse retenir. C'est que la constipation ou la diarrhée peuvent être le symptôme révélateur d'une maladie organique sous-jacente. Ça, c'est très important à savoir. Et je vous ai dit tout à l'heure dans quelles conditions et quels sont les symptômes qui doivent alerter et aller faire une consultation chez son médecin référent. La constipation, alors en dehors de ça, bien sûr, la constipation ou la diarrhée, ce ne sont pas des maladies graves, mais elles perturbent souvent pas mal la qualité de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper et les traiter. Dans la majorité des cas, la constipation ou la diarrhée sont dues à des troubles fonctionnels qu'on peut guérir ou améliorer, et souvent par des mesures hygiéno-diététiques adaptées à chaque personne. Et enfin, le dernier mot, les médicaments, oui, d'accord, ça peut être utile en complément de traitement, mais surtout en période courte, ne pas utiliser des médicaments de façon prolongée et chronique. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé, j'espère ne pas avoir été trop long. Et bon, voilà, moi, je suis à votre disposition s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Je suis à l'écoute. Est-ce que vous m'entendez là? Là, je ne vous entends pas. Madame Segala, vous parlez, je ne vous entends pas, moi, là. Pardon, un grand merci. Là, ça va mieux, là, je vous entends. Pardon, merci, un grand merci, Dr Marciano, pour cette présentation, pour toutes vos explications et tous les conseils prodigués également. Je remercie également tous les participants de cette conférence en ligne et nous excuse également pour ces quelques soucis techniques que nous avons rencontrés en milieu de conférence qui ne seront pas visibles sur la conférence en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires ou éventuellement vos questions, donc toujours par le chat qui est à votre disposition ou également par notre adresse mail maison.prévention.santé@mairie-narbonne.fr. Bon, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous tous, ainsi qu'à vous, Dr Marciano, une belle fin d'après-midi. N'hésitez pas donc à nous retrouver dès le mois prochain pour d'autres conférences en ligne. Merci. À bientôt. À vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.